J'inviterai Charles-Émile Fecteau à présenter. Charles-Émile est dans le groupe, est au doctorat dans le groupe de Paul Johnson, une récente addition au CERMA. Je vais te laisser le plancher, Charles-Émile. Désolé, je trouvais plus le bouton unmute. Des choses qui arrivent. Vous voyez tous mon écran, tout va bien. Super. Donc, en effet, bonjour tout le monde. Donc, ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je suis ici pour peut-être un peu changer les choses parce que je ne vais pas parler de matériaux. Je vais parler d'un projet de collaboration que j'ai fait en fait avec le professeur Paquin qui travaille sur les produits fluorés. Mais qui illustre bien comment la chimie quantique puis les calculs théoriques peuvent travailler de concert avec la recherche appliquée, en particulier en synthèse, qui est quelque chose que je trouvais pertinent dans un contexte où on a déjà collaboré avec des gens du CERMA sur de la synthèse de matériaux, puis ce serait des choses qui seraient très intéressantes. Puis je trouvais que c'était un projet qui illustrait bien là, comment ce travail pouvait se faire avec synergie là, entre la théorie et la pratique. Donc, je vous amène dans un domaine qui n'a pas rapport avec les matériaux pour qu'on puisse plus tard travailler ensemble là, sur des matériaux avec ce même genre de démarche-là, au final. Donc, tout mon projet de collaboration commence avec une problématique à résoudre. Dans ce cas-ci, le professeur Paquet s'intéressait à la pentafluorosulfonylation, qui est donc une réaction où on rajoute un SF5 sur une molécule et plus spécifiquement, il cherche à obtenir un réactif radicalaire, donc soit avec 2 ou 3 carbones, pour cette réaction-là. Dans la littérature, il nous a fait parvenir un article où il avait trouvé qu'il y avait une réaction assez intéressante où on était capable de cycliser un composé radicalaire avec un aryl pour obtenir là, un plus petit radicalaire avec une chaîne de carbone similaire à ce à quoi on s'intéressait. Cependant, cette réaction-là est en compétition avec un processus de transfert d'hydrogène. Donc, où l'hydrogène que vous voyez à gauche est transféré là où il y a le radical et le radical se retrouve sur le carbone. Et donc, avant de se lancer dans les essais de synthèse pratique, on voulait s'assurer que la réaction de cyclisation était favorable. Dans l'article qui nous a fait parvenir, il était capable de démontrer à la fois de façon théorique et pratique que c'était la réaction de cyclisation qui était favorisée pour des groupements R, méthyle et méthoxy. Mais dans le cas qui nous occupe, on voulait utiliser pour R1 l'hydrogène ou le méthyle et surtout, de façon plus importante, pour R2, le groupement là, avec le pentafluorosulfanyle pour avoir la réaction qui nous intéressait. Donc, ce qu'on voulait s'assurer, c'est que la réaction de cyclisation pouvait être favorisée dans certaines conditions avec ce composé-là. Et pour faire ça, on va utiliser la DFT, donc la théorie fonctionnelle de densité, qui est une méthode qui permet d'obtenir l'énergie d'un système chimique. Et juste avec l'énergie, on est capable de faire bien des choses, c'est assez formidable. Donc, comparativement aux méthodes classiques qui sont des fonctionnels de fonctions d'onde, on est capable de transitionner, mathématiquement d'exprimer des fonctionnels de fonctions d'onde sous forme de fonctionnels de densité de paire d'électrons, gamma 2. Cela dit, on n'est pas capable d'avoir gamma 2, on n'est pas capable de résoudre ça en se basant sur gamma 2, donc il faut approximer la fonctionnelle de densité de paire d'électrons en fonctionnelle de densité monoélectronique gamma, l'énergie fonctionnelle de ρ. Et c'est là où les approximations vont être différentes de celles qu'on utilise en chimie quantique classique là, avec la fonction d'onde, et donc vont pouvoir avoir certains avantages, certains inconvénients qu'on va pouvoir exploiter à notre avantage. Dans le cas qui nous occupe, on a utilisé la méthode de DFT Oméga B97XD, qui est une méthode mixte, donc qui utilise en partie des fonctions d'onde et en partie des densités pour essayer d'aller chercher là, un peu le meilleur des deux mondes. Donc, on utilise les fonctions d'onde pour la partie qu'on est capable de bien résoudre avec les fonctions d'onde, mais pour la partie où là, on commence à avoir besoin d'approximation, on va préférer aller chercher là, une partie d'approximation avec les densités qui vont être surtout pas nécessairement plus précises, mais surtout plus faciles et plus rapides à résoudre d'un point de vue computationnel.
C'est aussi une méthode à séparation de portée. Donc, avec les méthodes fonctionnelles de la densité, on a des approximations très précises à courte portée, puis des approximations très précises à longue portée. Mais souvent, dans une molécule, tu as des choses qui sont proches, tu as des choses qui sont loin. Donc, il faut être capable d'aller tenir compte des deux. Donc, c'est une méthode qui est capable d'avoir une transition relativement smooth, relativement continue entre la précision qu'on a entre les méthodes qu'on a pour la portée courte et la portée longue. Et c'est ce qu'on appelle une méthode à séparation de portée. C'est le D à la fin aussi indique que c'est une méthode qui a des corrections de dispersion. La dispersion, ça inclut notamment les interactions pi-pi ou les interactions de Van der Waals qu'il y a au sein de la molécule, que les méthodes sans correction de la dispersion de la DFT, au final, sont pas capables de tenir en compte. Donc, au final, c'est quelque chose qu'il faut rajouter à la méthode pour être capable de tenir compte de ces interactions-là qui ont quand même un impact sur l'énergie de la molécule. Et tout ça pour dire que quand on travaille avec des états de transition, ce qui va être le cas, vous allez le voir, la précision d'une telle méthode va être qualitative. Donc, on est capable de comparer des résultats entre eux, en particulier sur des molécules assez similaires, mais il ne faut pas s'attendre à ce que les valeurs exactes soient utilisables de façon quantitative. En fait, c'est un des grands défis de la chimie quantique contemporaine, d'essayer d'améliorer nos méthodes pour être capable d'avoir des résultats quantitatifs pour des états de transition et d'autres systèmes fortement corrélés. Mais pour le moment, on doit travailler avec des choses qui sont qualitatives. Donc, la première étape de ce qu'on va faire pour résoudre ce problème-là, ça va être un scan vers l'état de transition. Donc, on va choisir un paramètre de la molécule qui semble être celui qui va le mieux indiquer la progression de la réaction et on va le modifier de façon progressive pour nous amener vers l'état de transition. Donc, par exemple, dans la réaction de cyclisation, on a choisi le soufre et le carbone radicalaire et on les a rapprochés jusqu'au point où la cyclisation se produit et le radicalaire se détache de l'autre bord. Et on voit à côté là, la courbe d'énergie de progression de la réaction selon le rapprochement qu'on a produit entre le soufre et le carbone. Et pour la réaction de transfert d'hydrogène, on a pris un des deux hydrogènes du carbone et du carbone à côté du soufre et le carbone radicalaire. On les a rapprochés. Et encore une fois, on voit bien là, le moment où l'hydrogène pratiquement saute d'un carbone à l'autre pour qui produit la réaction. Et encore une fois, on a la courbe d'énergie. Ce qui nous intéresse de ces calculs-là, c'est le point maximal de cette courbe d'énergie-là qui va être très proche de l'état de transition. Ça ne va pas être exactement l'état de transition vu qu'on fait des étapes discrètes, on n'a pas un scan continu, mais on est capable d'avoir une première approximation qui est quand même satisfaisante de l'état de transition en prenant le maximum de nos courbes selon ce paramètre-là. La deuxième étape qui va nous intéresser, ça va être d'optimiser cet état de transition-là. Donc, ici, c'est important de comprendre que d'un point de vue mathématique, un état de transition, ça va être un point de sel de la surface d'énergie dans l'espace paramétrique de la molécule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce charabia-là? C'est qu'un état de transition, c'est le maximum d'énergie selon un des paramètres de la molécule, une distance, un angle, ou quoi que ce soit de ce genre, puis ça va être un minimum d'énergie selon tous les autres paramètres qu'on pourrait considérer. Et ce que ça va vouloir dire aussi géométriquement, c'est qu'au final, quand on va regarder les fréquences de vibration de la molécule, on va avoir une fréquence qui va être imaginaire. En fait, le logiciel nous la sort comme étant négative, mais mathématiquement, c'est une fréquence imaginaire. Selon ce paramètre-là, qui va être en théorie notre paramètre de réaction. Donc, au final, en optimisant ça, on obtient l'énergie de l'état de transition, mais une belle façon d'illustrer ça, c'est de regarder cette fréquence imaginaire-là, puis de voir que vraiment notre molécule vibre selon une modification qui ressemble très fortement à la réaction qui nous intéresse. Donc ici, la cyclisation, on voit le soufre qui vient essayer de former le cycle, et si on regarde la réaction de transfert d'hydrogène, on voit encore une fois l'hydrogène qui passe d'un carbone à l'autre. Donc, ça, au final, ce que ces vibrations-là nous indiquent, c'est que l'énergie de ce système-là, qui nous donne cette fréquence imaginaire-là, désolé, je pense que... Ah! Ma connexion est un peu difficile en ce moment, je suis désolé. On t'entend pareil. OK, good. Je vais peut-être juste fermer ma caméra pour lui donner une chance. Si je retrouve ma souris. Donc, désolé.
dans une perspective d'analyser ces résultats-là, on va donc pouvoir comparer l'énergie d'activation entre les réactions de cyclisation et les réactions de transfert d'hydrogène selon les groupes fonctionnels qu'on a mis sur la molécule. Et non seulement on peut les comparer l'un à l'autre, voir lequel est plus grand ou plus petit, mais on peut aussi utiliser l'équation de Boltzmann pour avoir un ratio entre la probabilité d'avoir une molécule qui a l'énergie suffisante pour l'énergie d'activation pour la réaction de cyclisation versus la probabilité d'avoir une molécule qui a l'énergie suffisante pour activer la réaction de transfert d'hydrogène. Encore une fois, vu qu'on n'est pas quantitatif, il faut prendre ces calculs-là avec un gros grain de sel. Cela dit, on peut garder en tête l'ordre de grandeur que le calcul nous fournit. Et donc, si on regarde ça, ce qu'on observe, c'est que pour la plupart des systèmes, la réaction de cyclisation est favorisée. Puis, en particulier, si on veut une réaction avec l'hydrogène au bout du fragment radicalaire, on va favoriser le soufre comme étant l'atome au centre de la molécule. Et si on veut le méthyle, c'est plus intéressant pour nous de favoriser le méthyle. Point aussi à noter, les réactions avec le SO2 n'ont pas fonctionné. On n'a pas réussi à trouver d'état de transition. De toute évidence, ce que ça semble indiquer, soit la méthode n'est pas assez précise pour le trouver, ou soit que la réaction est tout simplement pas favorable thermodynamiquement, et donc on n'est pas capable de trouver l'état de transition parce qu'il n'y en a pas. On travaille à vérifier une couple de choses, à être sûr que ces résultats-là sont bien concrets, évidemment, mais sinon, on a quand même des résultats très intéressants pour les autres groupements fonctionnels. Et donc, tout ça, au final, c'est une exploration du genre de démarche qu'on est capable de faire, simplement en calculant l'énergie d'une molécule selon différents paramètres pour obtenir des conclusions qui sont applicables à la recherche appliquée en synthèse. Donc, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous présenter ça. Je tiens à remercier le professeur Jean-François Paquin pour le beau projet de collaboration, de même qu'évidemment mon directeur de thèse, Paul Johnson, le Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie qui m'a financé cet hiver pendant que je travaillais là-dessus, et Calcul Canada, Calcul Québec et SharkNet, qui sont les organismes qui nous ont fourni les ressources computationnelles pour et ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Oh, merci Charles-Émile pour cette super présentation. C'est définitivement très différent de ce qu'on voit habituellement au CERMA ici. J'invite les gens qui sont intéressés à poser des questions, soit à ouvrir votre microphone ou bien posez-les dans le chat et je pourrai les lire à ce moment-là. Sinon, en attendant, je vais lire celle de Maxime qui demande pourquoi utiliser la chimie quantique pour cela quand est-ce que ça ne suffirait pas de faire des tests en laboratoire? Oui, je veux dire, ça se fait. C'est ce que la chimie a fait pendant des siècles avant qu'on ait les calculs de chimie quantique. Ce qui est intéressant avec les calculs, c'est que ça ne demande pas de produit, ça ne demande pratiquement pas de. Les coûts sont minimes, fait que ça permet de prédire des choses, puis ça permet de le savoir avec une certitude théorique qui permet d'être sûr que c'est pas juste une erreur de manipulation ou de conditions de réaction qui sont pas satisfaisantes. Si on est capable de savoir d'avance, est-ce que ça vaut la peine d'essayer de changer les choses pour essayer de faire en sorte que ça marche versus on sait que ça ne marchera pas. Ça permet d'éviter des essais-erreurs qui sont longs. Cela dit, évidemment, il y a encore énormément de travail d'essais pratiques qui sont nécessaires. Puis la théorie n'est pas encore assez précise pour pouvoir remplacer à 100% la pratique, mais ça permet de guider les décisions puis d'éviter des essais-erreurs sur des choses qui ne marcheraient pas, peu importe ce qu'on ferait. Donc, l'intérêt, c'est surtout de sauver du temps et possiblement même des mois en laboratoire. Et des ressources, et du matériel, oui, des produits. Sur quelque chose qui pourrait même pas fonctionner. Moi, j'aurais peut-être une petite question. Si tu veux aller à la slide d'avant. Laisse-moi juste... Oui.
Oui, je ne suis pas sûr d'avoir compris. Le delta G, CYC et HAT, qu'est-ce que ça représente et pourquoi on a une aussi grande différence entre les chiffres en kcal par mol? En fait, la meilleure façon de le représenter, c'est d'aller ici. Ça représente la différence entre l'énergie au point zéro puis l'énergie au maximum, OK. approximativement. Il y a l'étape d'optimisation par après, mais grosso modo, ça représente ça. Puis basically, ce que ça veut dire, c'est l'énergie d'activation pour la réaction. Donc, puis les variations sont les variations qui sont produites par les différents. Ben, entre les. Pardon, entre les différentes rangées, c'est deux réactions différentes. Donc, évidemment, ils n'ont pas la même énergie d'activation. Puis entre les différentes colonnes, c'est vraiment l'influence des groupements fonctionnels sur la réaction qui la rendent plus ou moins favorable. OK, merci Charles-Émile. C'est tout le temps qu'on avait pour la période de questions pour cette présentation aussi. Donc, je te remercie encore, Charles-Émile, pour une super présentation. Merci à Et, toi, Sam.